Eh bien, dans la grande salle de la Comète, la salle dite maintenant du Panassa, heureux de vous faire partager ce grand moment, le lancement auprès du grand public du plan cancer de la ville de Saint-Étienne. On en parle depuis déjà 3 ans, beaucoup de travail de préparation. Et maintenant, après une après-midi où beaucoup d'activités ont été proposées sur la place Jean Jaurès, eh bien, c'est le lancement officiel. Les personnalités sont présentes. On vous permettra de les rencontrer tout à l'heure pour en savoir davantage. Mais nous, on est très heureux de vous accompagner pour ce moment qui inaugure finalement le plan cancer de la ville de Saint-Étienne. Un plan innovant, un plan unique en France. Et on aura l'occasion de vous en reparler. Et je suis heureux d'être accompagné par Jean-Marc Chazot dans cette salle où beaucoup d'entre vous ont vécu tellement de belles expériences théâtrales et qui, depuis le lancement de la Comète, revit littéralement avec l'équipe du Panassa. Bonne continuation, ça n'est que le début. Suivez-nous sur notre page Facebook et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci et à tout de suite. Merci de nous accorder quelques minutes avant votre départ, mais c'était important que vous soyez là aujourd'hui pour le lancement de ce plan cancer. Madame, le député européen, on va vous appeler comme ça. Oui, je suis membre du Parlement européen, donc je participe aux actions législatives du Parlement européen. Et dans ce contexte, nous avons récemment voté à l'unanimité, de façon transpartisane entre les grands groupes politiques pro-européens qui siègent, un plan contre le cancer européen qui va permettre de mettre en commun tous les moyens de la recherche, tous les moyens des recommandations que nous faisons aux États membres, tous les moyens de la prévention qui gère beaucoup des législations européennes sur le tabac, sur l'alcool, sur la nutrition. Bref, nous allons mettre en commun nos forces pour lutter contre les inégalités de santé au cancer au sein de l'Union européenne et pour améliorer le devenir des patients. Alors c'est vrai que la redescente dans nos territoires, elle est aussi symbolique. On a besoin de l'Europe. Vous avez donné par exemple l'exemple du Big Data, c'est impressionnant, des recherches au niveau européen, parce qu'on a des bases de données formidables. Sur les médicaments, on l'a vu avec la pandémie, on a une force formidable. Et puis aussi, en local, c'est cet aller-retour qui va être efficace, sans doute. Absolument. L'échelle d'un territoire est la bonne pour mobiliser les personnes autour des grandes questions de prévention, autour de l'éducation. Et la communauté des territoires peut avancer. C'est surtout sur le domaine de la prévention, mais c'est très important. Ça pourrait permettre d'éviter 4 cancers sur 10. On nous l'a répété tout au long de cet après-midi, il faut que les citoyens en prennent conscience. Une autre dimension importante de ce plan européen, c'est la mobilisation de tout le monde. Les députés, la commission, les experts, les médecins, les industriels aussi. Il faut résister aussi à un certain nombre de pressions dans ce domaine, madame. Absolument. Les lobbies sont forts, hein ? Absolument, en particulier dans le domaine de la prévention. Comme je l'ai dit, les normes sanitaires ne sont pas discutables et ne peuvent pas être déclassées par rapport à d'autres normes européennes. Comme vous le savez, l'Union européenne produit beaucoup de normes. Eh bien, elle devra produire de manière rigoureuse des normes d'information aux consommateurs sur le bénéfice ou le risque des aliments qu'ils consomment. Mais ça mérite d'avoir un discours qui ne se laisse pas influencer par les groupes d'influence précisément. Puis peut-être dernière remarque autour de votre action, c'est transpartisan. C'est important que l'Europe donne cette image-là. Bien évidemment. Parce qu'on a souvent l'image de discours un peu contradictoires, alors qu'on peut avancer tous ensemble. Il y a des tendances politiques au sein de l'Union européenne, mais les grands groupes pro-européens, c'est-à-dire la majorité des groupes, ont trouvé une voie consensuelle pour un plan cancer européen pour les citoyens.
Voilà, c'est le lancement du plan cancer pour notre ville de Saint-Étienne. C'est une innovation. On a le sentiment d'être un peu des pionniers. Alors, des élus en charge de dossiers différents, un médecin généraliste, eh bien, chacun à votre tour peut-être nous dire comment vous pouvez vous sentir investi pour proposer des choses qui existent souvent déjà de manière intéressante dans votre domaine d'action. Alors, Siam Labiche. Oui, merci. Écoutez, le cancer, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, peu importe où est-ce que nous nous trouvons. Hein, on l'a bien vu, ça a été dit par le professeur Franck Chauvin. Il y a une question d'inégalité sociale et les publics, notamment inscrits dans certains territoires, peuvent être davantage touchés. Et c'est également notre rôle pour pouvoir sensibiliser ce public et accroître la prévention sur certains territoires. Et donc, la politique de la ville, dont j'ai la charge, dont j'ai la délégation, va jouer pleinement son rôle pour pouvoir toucher un maximum de public et faire en sorte que ces questions de malbouffe, ces questions de mauvaise hygiène au niveau de la santé, ces questions de surpoids, ces questions de manque d'activité physique puissent ne plus être un facteur finalement, voilà, un facteur de risque. Un facteur de risque pour ce type de population. Donc nous allons travailler en concert avec un certain nombre d'élus autour de Patrick Michaud en charge de ce sujet pour pouvoir faire en sorte que tous les Stéphanois puissent bien vivre et éviter ce cancer. Voilà, donc il y a du job. Il y a déjà pas mal d'initiatives dans les quartiers avec des bus. Des choses se passent déjà. Bien sûr, il y a des choses qui se passent, qui ont été soutenues par la ville de Saint-Étienne, dans les quartiers politiques de la ville. On a une enveloppe qui s'appelle Atelier Santé, qui intervient sur les quartiers politiques de la ville. Une enveloppe contrat de ville, avec plus de 200 000 euros, qui permet à un certain nombre de structures de travailler auprès des publics dans ces territoires. Nous allons amplifier, accroître les actions avec notamment les centres sociaux, les amicales, les associations qui sont en contact direct avec ces publics et qui auront cette capacité, avec nous bien évidemment, de pouvoir sensibiliser un maximum de publics sur ces territoires. Voilà, il y a du travail donc. Allez, Charles, à vous maintenant, vous qui êtes aussi élu municipal. Alors, comment dans votre délégation vous voyez aussi partie prenante de ces actions de prévention surtout? Bien, oui. Bonsoir à tous. Moi, dans mes délégations, c'est les espaces verts, c'est les forêts. Donc, c'est évident, c'est la lutte contre la sédentarité. C'est amener les gens à profiter des 1400 hectares de forêts communales tout autour de Saint-Étienne. C'est les inciter à aller dans les quelques 90 à 100 parcs que nous avons, parcs et squares que nous avons au sein de la ville, et leur apporter un espace apaisé, un espace où on a envie d'être. En été, des espaces un peu plus frais, de l'ombre, plus d'arbres, pour que les Stéphanois, justement, sortent de leur canapé et aillent profiter de leur ville, bouger et s'épanouir et quelque part se prémunir contre ce fléau qu'on a tous malheureusement eu à rencontrer de par nos proches. On connaît tous quelqu'un qui a été touché par cette saloperie et je suis très fier aujourd'hui de faire partie de ces élus qui s'engagent aux côtés de Gaël Perdriau et de Patrick Michaud sur ce plan cancer. C'est quelque chose qu'on fait de manière très volontariste et avec vraiment beaucoup de dynamisme et une volonté de combattre. Voilà. Et puis, un médecin généraliste. Alors vous êtes au contact permanent, quotidien avec les patients. Comment vous voyez ce plan cancer ? Alors moi, j'ai la particularité d'avoir fait ma thèse sur l'incidence des cancers, donc l'apparition de nouveaux cas de cancer au CHU de Saint-Étienne. J'ai été surpris par les résultats parce que à l'époque, quand j'ai fait ma thèse, on parlait de 150 à 160 000 nouveaux cas, dont une grande partie, bien sûr, décédés. Et je me souviens même qu'on disait que les maladies cardiovasculaires étaient beaucoup plus importantes que les cancers en termes d'incidence. En termes de cas incidents, ça veut dire des nouveaux cas au cours d'une année, chaque année. Alors nous, en tant que médecins généralistes, on ne voit pas que les cancers, puisqu'on a une activité un petit peu étendue sur toutes les maladies. Et
malheureusement, le cancer ne touche pas qu'une seule discipline. C'est-à-dire, c'est comme la pédiatrie. Quand vous avez un enfant, mon pédiatre nous disait, s'il a des boutons, vous n'allez pas l'envoyer chez le dermatologue. S'il a mal au ventre, vous n'allez pas l'envoyer chez le gastro-entérologue. Donc, en tant que médecin généraliste, on est... vous êtes en première ligne à toutes les situations. Et le cancer, c'est pareil. Le cancer, il y a des cancérologues. Mais on ne va pas envoyer au cancérologue à chaque fois qu'on voit un cancer. Parce que le cancer peut toucher le tube digestif, il peut toucher le système nerveux, il peut toucher le rein, il peut toucher la vessie. C'est d'ailleurs un cancer très grave, aussi bien que le cancer du pancréas. Et donc, on est obligé de faire face. Et alors, ce plan cancer, pour vous, c'est intéressant sur le plan de la prévention. Vous avez le sentiment que ça va inciter tout le monde à bouger? Alors, ce plan cancer, il est bien sûr très intéressant, puisque, beaucoup de choses ont été dites, et on a insisté surtout sur la prévention, ce qui est très très important. Et la prévention, c'est à la limite la pierre angulaire de la prise en charge de ces cancers. La prévention, tout a été dit pratiquement. Dans la prévention, il y a l'alimentation, éviter les aliments gras, sucrés, salés, etc. Il y a le tabac, bien sûr, éviter le tabac. Là, les charcuteries, on a parlé de l'alimentation grasse, les charcuteries, les viandes grasses, etc. L'alcool. Essayer de réduire au moins sa consommation d'alcool. L'obésité. Si on ne peut pas la supprimer. L'obésité. Et enfin, tout ce qui peut concourir à prévenir les cancers. Malheureusement, le cancer est multifactoriel. C'est-à-dire que on peut ne pas fumer, on peut manger correctement, faire du sport. Malheureusement, c'est multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs de risque que malheureusement ils ne sont pas évitables. Alors, il y a deux formes de cancer de risque, de facteurs de risque, pardon. Les facteurs de risque évitables, les facteurs de risque inévitables. Les facteurs de risque évitables, c'est ce dont on a parlé, mais malheureusement, il y a des maladies, des facteurs de risque inévitables. L'hérédité, les facteurs génétiques, malheureusement, certaines maladies inattendues qui apparaissent au décours d'une vie, les problèmes thyroïdiens, les problèmes gastro-entérologiques, les problèmes rénaux, etc. Et ça, malheureusement, on n'a pas de prise sur certains facteurs de risque. Mais au fond, on va essayer d'agir sur ce sur quoi on a prise. Exactement, parce qu'il y a 40% des cancers qui peuvent être évités. Et 40% des cancers peuvent être évités tout simplement avec des choses simples que les personnes ne savent pas. Il faut tout simplement en fait le leur expliquer au mieux. Ne pas fumer, surveiller son poids, limiter un maximum l'alcool, manger moins de sel également, manger moins de viande rouge, privilégier davantage les fruits et les légumes, limiter les activités sédentaires, arrêter de laisser les enfants également jouer pendant des heures devant les jeux vidéo et les pousser à sortir et à se balader et à aller dans les parcs dont s'occupe Charles. C'est possible. Et c'est là-dessus que l'on va intervenir, en tout cas la ville de Saint-Étienne, par ce plan cancer. On l'a vu, les habitants sont vraiment enjoués. Il y a un élément que j'ai oublié, c'est aussi la culture, les jardins partagés, l'agriculture urbaine. C'est des sujets qu'on va travailler justement pour inciter les Stéphanoises et les Stéphanois à mieux se nourrir. Au-delà de sortir, ça fait partie des choses qu'on va mettre en œuvre, qu'on va travailler avec et pour les Stéphanois. Eh ben, écoutez, messieurs et madame, merci, courage, c'est le début. C'est le début, un bon début. Et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Voilà, eh bien, le plan cancer va mobiliser tout le monde, les citoyens, les acteurs associatifs, les centres sociaux et autour de moi, eh bien, les représentants responsables de centres sociaux stéphanois à Ouataf. Bonjour. Bonjour. Vous venez du Centre social Alfred Sisley. Et puis Jean-Philippe. Jean-Philippe Massardier, enchanté, du Centre social de la Vivarèse. Alors on va passer finalement à une question très simple. Vous avez assisté à ces rencontres, vous êtes mobilisés. Qu'est-ce qui se passe déjà et qui va se passer chez vous avec tous ceux que vous rencontrez? Parce que un centre social, c'est au service de la population. Oui. Alors, qui commence? À vous.
C'est moi l'honneur. Écoutez, alors sur le sujet effectivement du cancer est un thème qui nous touche tous, de près ou de loin. Ça nous touche encore plus à Saint-Étienne parce qu'effectivement il y a une vraie dynamique autour de la prévention, des structurations des compétences médicales dans cet univers et sur notre territoire. Moi, en tant que président du centre social, je peux que, quand on est sollicité par la municipalité ou la métropole pour essayer de s'impliquer, on peut essayer d'apporter un concours, même si parfois il est modeste. C'est vrai que dans notre cas, pour le centre social Vivarès, on est un peu esselé en haut de la colline de la Vivarès, on est un peu comme un phare dans la nuit, et beaucoup des habitants du quartier poussent la porte, viennent nous voir, parfois pour partager des difficultés, des questions, un certain nombre de besoins de soutien. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément fléché notre capacité à répondre sur des enjeux liés à l'oncologie, au cancer, mais c'est vrai qu'on va y prêter une très grande attention. Sans doute qu'il faudra qu'on se pose aussi la question de la capacité de l'écoute, parce que ce sont probablement des gens qui ont besoin d'une oreille non seulement attentive, mais à minima un peu compétente. On n'aura pas vocation à se substituer aux équipes médicales et aux équipes de soins, mais si jamais on peut guider et diriger vers des endroits, des lieux de prise en charge, on le fera bien sûr avec grand plaisir. Et puis aussi autour de la prévention, parce qu'on a vu quand même 40% des cancers pourraient être évités grâce à des changements finalement dans le quotidien. Ça peut être aussi un moyen d'action auprès des populations qui viennent chez vous. J'allais dire, c'est le moyen d'action le plus important pour nous. Nos équipes sont très mobilisées sur l'accompagnement des familles, des jeunes, notamment dans le contexte du bien vivre, du bien manger, du faire du sport. On partage aussi avec Alfred Sisley des stratégies qui sont équivalentes, notamment dans le cadre du travail sur les jardins partagés. Et donc ce sont des initiatives qui, quand on vit mieux, quand on fait un peu attention, quand on apporte un peu aussi d'éducation, d'information, clairement la prévention s'en trouvera renforcée. Alors pour vous, c'est un peu la même situation. Les gens viennent vous voir pour des tas de raisons, pour des tas d'activités, mais peut-être que vous allez avoir cette arrière-pensée maintenant de la prévention. C'est vrai. Déjà, cette prévention, on a eu depuis une vingtaine d'années. Moi, depuis plus de 10 ans, je suis présidente du centre social Alfred Sisley. On fait beaucoup de choses pour les familles et on essaie de les rendre acteurs avec nous, pas uniquement profiter de consommer plutôt. Et déjà le samedi qui arrive, le 21, ça s'appelle le samedi du cœur. Ça va intéresser beaucoup de monde qui vont venir chercher le bien-être. Et ça sera un moment pour parler du cancer et comment aider les gens à les sensibiliser, à faire des dépistages, parce qu'il y a des gens qui comme il a dit tout à l'heure le monsieur, il a dit qu'ils peuvent reporter et puis ils l'annulent. Oui. Et nous, on accueille plus que 500 familles. C'est impressionnant. Oui. On était 660 familles, mais malheureusement, à cause du Covid... Ça va remonter. Ça va remonter. Mais on va revenir. Oui. Alors justement, à la fois autour du dépistage et autour de la prévention, le dépistage, ça peut être aussi peut-être une incitation à dire n'oubliez pas le cancer du sein, c'est facile, ou le cancer colorectal aussi. Un mot finalement peut parfois décider d'un destin. Un mot et parfois même, j'allais dire, une affiche, un regard, une information. Beaucoup des familles, nous, on est un peu plus modeste en termes de taille parce qu'on n'accompagne que 450 familles. Quand on pense aux enfants, ça fait des milliers de personnes. Tout à fait, des milliers de personnes, mais effectivement, ce sont des gens qui viennent pousser la porte du centre, écouter, parler et passer aussi un peu de temps ensemble. C'est des choses qu'on essaie de faire favoriser, d'ailleurs, de créer des moments où le lien ne se fait pas d'un collaborateur animé, mais avec une personne, mais effectivement de créer des dynamiques de groupe. Et clairement, dans ces moments-là, c'est des choses où soit des fiches, des affiches ou même des messages, sans être subliminales, devront effectivement avoir un effet positif.
sur cette prévention. Voilà, écoutez, on a été heureux de vous donner la parole parce que il y a les autorités, il y a les médecins, il y a les chercheurs, et puis il y a nous finalement. C'est un travail d'équipe. Normalement, c'est pas uniquement les habitants ou bien uniquement les professionnels. C'est une équipe qui va travailler pour le bien-être de tout le monde. Voilà, écoutez, merci, bravo, et à travers vous, on salue vos équipes parce que c'est du job. Et puis on salue aussi tous ceux que vous accueillez. Et merci à Jean-Marc pour la réalisation Merci technique. à vous aussi. Patrick Michaud, une grande journée, une belle journée avec d'abord une manifestation, place Jean Jaurès. Toute la population était invitée pour ce lancement du plan cancer. Effectivement, cette journée, on la prépare depuis longtemps. On l'attendait avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. Et puis finalement, ça s'est merveilleusement bien déroulé. Alors effectivement, c'est 2 temps. Ce premier temps, place Jean Jaurès, avec ce village prévention, mais au-delà de la prévention, un véritable village bien-être, qui a permis aux Stéphanois de découvrir des tas de techniques, de découvrir ce que fait la recherche à Saint-Étienne, de découvrir ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir tout simplement un cancer, pour avoir une vie saine, etc. Et puis ce deuxième temps, c'est, j'allais dire, un petit peu plus officiel, qui est le temps entre guillemets du lancement et le temps des discours, voilà, avec un magnifique accompagnement des musiciens de l'ensemble WD12 qu'on aime beaucoup également, voilà, puis qui a permis d'une part d'avoir une magistrale présentation par Franck Chauvin de ce qu'est la prévention et cancer. Oui, alors Franck Chauvin, un Stéphanois, quand même, avec quand même des responsabilités nationales. Voilà, Franck est évidemment non seulement directeur de la prévention au CHU, mais c'est également le président du Haut Conseil de santé publique. C'est un professeur de santé publique et voilà, il nous accompagne donc depuis le début et il va continuer donc de nous accompagner dans l'élaboration des actions qui vont constituer donc le plan cancer. Parce que c'est impressionnant quand le chiffre que maintenant tout le monde va avoir dans la tête, 40% des cancers pourraient être évités si l'on faisait les mesures de prévention, si on se dépistait. C'est autour de ça que la ville se mobilise. Absolument. Alors, personnellement, il y a 2 chiffres qui m'effraient. Qui m'effraie, et puis un qui est plutôt positif, celui que vous disiez. 40% effectivement des cancers peuvent être évités parce qu'ils sont dus à des comportements, à l'environnement, et ce sont 2 éléments, ce sont 2 déterminants sur lesquels effectivement donc on peut intervenir. Et puis il y a un deuxième chiffre que je trouve tout à fait effrayant et qui devrait effectivement nous inciter à faire tout ce qu'il faut, voilà, pour ne pas avoir de cancer. C'est que, on l'a dit, c'est à peu près 380 000 nouveaux cas de cancer par an. 750 000 naissances en France par an. Ça signifie tout simplement qu'un enfant qui naît sur 2 aujourd'hui risque d'être confronté au cancer durant sa vie. Donc rien que ça devrait nous faire réfléchir et nous inciter effectivement à mettre en place donc ces mesures de prévention et avoir une vie beaucoup plus saine. Alors j'étais impressionné aussi par l'idée que, avec l'intervention de notre député européen, professeur de médecine, elle aussi, que l'Europe se mobilise autour du cancer et la ville de Saint-Étienne aussi. On a l'impression que c'est 2 niveaux qui sont complémentaires. Alors il n'y a pas 2 niveaux, il y a même 3 niveaux. 3 niveaux, parce que je crois que c'est le 4 février 2019, donc le président Macron lançait ce qui théoriquement était ou devrait être le 4e plan cancer, c'est-à-dire la stratégie décennale donc de lutte contre le cancer. Donc c'est le 4e grand plan cancer donc au niveau national. À la même date, donc 4 février 2019 également, le Parlement européen lançait son grand projet donc de lutte contre le cancer. Et puis Saint-Étienne, effectivement, voilà, la collectivité a décidé. Alors, aussi. Vous êtes les premiers. On a l'impression qu'on est un petit peu pionniers. Qu'est-ce qui vous a passé par la tête? Parce que c'est à première vue, c'est pas à la ville de s'occuper de ça. Et pourtant, si. Alors. On n'est pas
j'allais dire, on n'est pas, je ne veux pas dire que Saint-Étienne, bon, c'est nous les meilleurs, c'est nous qui faisons bien. Non, toutes les villes, je veux dire, dans le cadre de leur contrat local de santé, dans leurs actions, mènent des actions de lutte contre le cancer. Voilà, toutes les villes. La particularité de Saint-Étienne, c'est peut-être d'avoir pris le sujet à bras-le-corps et d'en faire un véritable projet structuré qui, entre guillemets, va peut-être faire le buzz, pour parler un peu trivialement, et qui va créer une dynamique. Et à mon avis, encore plus que les actions qu'on va décliner, c'est cette dynamique, moi, qui me paraît importante. On va parler du cancer, on va parler de la prévention du cancer, on va rabâcher ce fameux chiffre de 40% de cancer évitable. Et c'est peut-être ça, voilà, qui va nous aider, effectivement, à avancer. Et puis, voilà, la ville, c'est le plus bel échelon, c'est l'échelon idéal. Je l'ai dit tout à l'heure, une ville, on connaît nos quartiers, on connaît nos habitants, on connaît leurs besoins, on sait où il faut aller pour aider donc ceux qui ont le plus de difficultés, et en particulier ceux qui sont dans la précarité, parce que être dans la précarité, c'est pas avoir accès à l'information, donc au dépistage, donc à la prévention. C'est également ne pas pouvoir manger correctement, parce que les fruits et légumes, ça coûte cher. C'est également ne pas forcément avoir accès au sport, aux salles de sport. Et puis, c'est aussi tout simplement ne pas forcément avoir accès aux droits en santé, à l'accès aux soins. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est ce qu'on appelle la santé sociale. Alors, ce qu'il y a aussi d'impressionnant, on a eu l'occasion de discuter avec des présidents de centres sociaux, avec vos collègues responsables de secteurs apparemment qui n'ont rien à voir avec le cancer, et on sent tous se disent oui, mais je peux agir, je peux faire quelque chose. C'est ça qui est impressionnant. Alors, j'allais dire, effectivement, je l'ai dit et je le redis, je veux dire, les collectivités ont des outils. Et parmi ces outils, il y a effectivement tout ce maillage territorial qui est un maillage associatif. Ce sont les centres sociaux, ce sont toutes les structures d'éducation populaire. Et c'est vraiment sur eux, effectivement, qu'on doit s'appuyer. Et ce sont toutes ces structures, ce sont tous ces partenaires qu'il faut absolument mobiliser pour justement créer cette dynamique dont je parle et qui me tient beaucoup à cœur. Dernière remarque, double remarque. D'abord, l'importance qui a été soulignée de l'éducation des tout-petits. Il semble que dès l'école primaire, on puisse éduquer à la santé d'une manière qui marquera définitivement le parcours des futurs adultes. Donc un moment certainement très important. On l'a dit, effectivement, l'apprentissage des bonnes conduites, entre guillemets, en termes de santé, doit démarrer très tôt. Et puis, il faut également comprendre que les enfants vont copier, entre guillemets, leurs parents. D'où cette nécessité de faire... Je vais prendre un exemple simple, c'est le tabac. Voilà. Eh bien, lorsque un papa ou une maman attend son enfant à la sortie de l'école avec une cigarette au doigt, on imagine qu'à la maison, c'est la même chose. Eh bien, l'enfant qui est là, pour lui, va considérer que fumer, c'est normal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est normal. Eh bien, tout notre travail, effectivement, qui doit passer effectivement par l'éducation, par l'information, doit nous conduire, dans le domaine du tabac, à dénormaliser effectivement donc ce tabagisme. Et on peut évidemment multiplier les exemples dans plein de domaines. Et puis alors, dernière remarque qu'on se faisait en discutant, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, c'est qu'au fond, toutes ces politiques de prévention, c'est contre le cancer, bien sûr, mais c'est plus largement pour la santé. Bien manger, faire du sport, ne pas fumer, ne pas boire, respirer, tout ça, ça nous maintient en forme, ça nous maintient heureux finalement. Alors effectivement, et j'ai pu parfois m'entendre dire, bon, certes, il y a le cancer, mais il y a effectivement tout le reste. Mais il se trouve que le cancer, effectivement, est une pathologie qui est en quelque sorte très facilement modélisable. C'est un modèle, en quelque sorte, dans le domaine donc de la santé. Et on sait pertinemment qu'agir sur les déterminants du cancer, la précarité en priorité, qui pour moi est vraiment l'élément qui fait qu'on a des inégalités sociales en santé, eh bien, en agissant sur ces déterminants donc du cancer, de fait,
on va agir sur la plupart des déterminants des maladies chroniques, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, même les pathologies dégénératives cérébrales. On sait par exemple aujourd'hui que quelqu'un qui fait beaucoup d'activité physique, aura moins de chances de développer une maladie d'Alzheimer. Voilà, donc et je pourrais multiplier effectivement les exemples à l'infini. Alors, ça sera vraiment la dernière question cette fois-ci. C'est une étape. Certains disent que c'est l'arrivée de tout un processus, mais pour vous, c'est le départ finalement. Alors, le coureur, il est sur la ligne de départ, en pleine forme, déterminé, enthousiaste. Écoutez, je pense que pour se lancer dans une telle aventure, effectivement, il faut être à la fois déterminé et enthousiaste. Et c'est effectivement une aventure qui commence. Une aventure qui doit associer. Voilà. Enfin, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que ce doit être, et ça ne marchera que si ce qu'on met en place s'écrit collectivement, que si c'est co-construit. Il faut absolument que tout le monde participe. Et surtout, et je pense que ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que Saint-Étienne peut, quelque part, peut-être donner l'exemple, d'où l'intérêt de pouvoir nous associer, par exemple, à France Urbaine, pour que peut-être d'autres villes aient les mêmes idées, la même idée, et qu'on puisse tout simplement participer, échanger nos expériences. Et c'est ça qui est super. Au terme de cette première journée de lancement du plan cancer, qui a réuni énormément de bonne volonté, de structures, de personnes, le plaisir de rencontrer André Simonet, qui est co-directeur de Danae Care. Alors expliquez-nous, André, Danae Care, de quoi s'agit-il ? Bonjour, merci beaucoup. Donc Danae Care est une association qui existe depuis 2012 et nous on travaille principalement sur l'impact des mutations des relations humaines dans la santé, l'humanisation ou la déshumanisation de la relation soignant-patient-aidant, soignant-soignant et soignant-direction. Et on a documenté les impacts dans une douzaine de pays à raison de 4 mois par pays. Les impacts sur les professionnels de santé, perte du sens du métier, dépression, suicide, reconversion professionnelle, arrêt maladie, sur les patients, acceptabilité du traitement, sujet d'actualité maintenant, réorientation vers des médecines très alternatives, reconsultation, reimagerie, et tout ça a des impacts du coup sur les aidants bien évidemment, mais aussi sur le champ de la santé publique et de l'économie de la santé. Donc dans la douzaine de pays où nous sommes allés, en Inde, Afghanistan, Uruguay, Paraguay, Chili, Argentine, Cuba, France, Liban, Émirats Arabes Unis, Suisse, Belgique, si j'en oublie pas. On a documenté les tendances, les impacts dans la formation, l'organisation et la pratique des mutations de ces relations. Alors, région Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes sur le pont et vous êtes mobilisé, entre autres, à Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? On est arrivé sur Saint-Étienne en 2018, où on développe différents types d'actions. Une action sur la thématique des jardins de santé, où on anime et pilote le réseau Loire des jardins de santé, principalement des jardins dans les établissements de santé. Jardins de santé, c'est-à-dire ? C'est un espace-temps dans les établissements de santé, autour d'un potager. Il peut y avoir aussi un poulailler, des moutons, des ruches, mais l'enjeu est que les professionnels de santé et les bénéficiaires, patients ou résidents, et aidants, certaines fois, puissent jardiner ensemble. Et du coup, pour les professionnels de santé, sortir de la course dans les couloirs pour suivre les patients. Pour le patient, sortir de la chambre, d'être juste un numéro de chambre ou une prothèse, et d'avoir un vrai espace-temps de relation entre le soignant et le patient. Et quand vous êtes aidant, vous courez pas après le soignant, vous avez un espace-temps qualitatif à partager avec le proche qui est hospitalisé ou en résidence et avec le professionnel de santé. Et nous, on documente les impacts sur les professionnels de santé et sur les services à travers le sens du métier grâce à la relation que protège le jardin entre le soignant, le patient et l'aidant. Alors on voit que vous êtes à la fois dans l'observation, dans la réflexion, dans la production de textes, mais aussi dans l'action. Tout à fait. Et l'observation des bienfaits, des innovations que vous mettez en place. Alors est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous intéressent ? On travaille en partenariat avec le département et une grande partie des structures associatives, institutionnelles et universitaires travaillant sur la thématique de l'aidance, des aidants de manière transpathologique. Alors transpathologique, ça veut dire toute pathologie, depuis Alzheimer, cancer, toute pathologie. Mental, accident, voilà. Et alors en aidant, qu'est-ce que c'est ? Un aidant, c'est un proche qui prend soin
d'un proche pour des raisons de santé. Ça peut être une aide administrative, logistique, soins, hygiène, soutien moral, un petit peu de ces quatre axes possibles, et qui n'est pas rémunéré pour. Donc ça peut être le parent, le frère, l'enfant, le voisin ou l'ami. Et sur le territoire de la Loire, on a réuni les différents acteurs parce qu'il y avait une grande question que tout le monde se posait, c'était qui fait quoi comment ? Qui fait quoi comment ? Oui. C'est terrible cette question pour les aidants. Du coup, il n'y a pas de parcours, ils sont plutôt dans une forme d'errance, ils ne savent pas où toquer, c'est très difficile. Et puis dans ces temps où le domicile prend plus de place dans le système de santé, on se repose plus sur les aidants et du coup il fallait aider les aidants à trouver plus facilement les différents dispositifs existants parce qu'il y en a plein et réfléchir collectivement avec toutes les structures à identifier les trous dans la raquette et essayer de les combler collectivement. Pour les professionnels de santé, ça les permet aussi d'orienter plus facilement les aidants et pour le territoire, d'avoir une visée territoriale en santé sur la thématique des aidants. Et vous en êtes où ? Ça avance ? C'est compliqué ? Un guichet unique bientôt ? Je suis aidant et voilà, je sais qu'au département ou quelque part, on me renseignera sur mes droits, les associations qui peuvent m'aider. C'est ça l'objectif. Tout à fait. Alors à partir du début septembre, au 29 rue de la Visitation, anciennement Maison Saint-Antoine pour les Stéphanois, nous pourrons accueillir les aidants de la Loire pour les accueillir, les accompagner et les orienter vers les dispositifs existants du territoire. C'est l'un des premiers enjeux. Et le deuxième enjeu, c'est réunir les acteurs de l'aidance pour co-construire un territoire aidant aux aidants. Il y a donc un lieu physique qui ouvre en septembre, où il y aura une assistante sociale et psychologue aussi pour accompagner les aidants. Une plateforme numérique qui ouvrira aussi en septembre. On aura l'annuaire des différentes actions du territoire. Et on va aussi monter des équipes mobiles pour aller faire du porte-à-porte et aller sur les marchés sur l'ensemble du département de la Loire. Donc on va mettre 4 à 5 ans pour remplir cette mission. Courage, parce que on sent que c'est un lieu d'action très important pour tout le monde, parce qu'on est tous à un moment ou à un autre confrontés à cette situation-là. Est-ce que vous avez d'autres actes d'action ? Ça fait déjà pas mal quand même. Et peut-être le dernier, et non des moindres, ces différents projets sont hébergés au sein d'un tiers-lieu santé. Donc un tiers-lieu, c'est un mot couramment utilisé et peut-être des fois galvaudé. Nous, on l'entend sous la forme d'un lieu neutre qui réunit le monde associatif de manière désilotée, le monde universitaire. Désiloté, c'est-à-dire qu'importe la pathologie, la taille de la structure. On peut avoir des œillets des fois en fonction si on travaille sur une pathologie en particulier, on va pas forcément aller voir les autres, comment ils fonctionnent. Donc, monde associatif. Voilà, monde associatif, le monde universitaire, le monde institutionnel, le monde des porteurs de projets en santé, en économie sociale et solidaire, donc, sans visée capitalistique. Et ça me surprend pas de vous. Je vous connais pas, mais en 5 minutes, j'ai compris. C'est important de le préciser. Et aussi, bien évidemment, les professionnels de santé et les usagers de la santé. L'objectif, c'est que dans ce lieu neutre, il y ait des projets que nous, on porte, qui créent une dynamique et qu'on puisse accueillir aussi de nouveaux projets et les accompagner à trouver des bénéficiaires, des partenaires, un lieu de la communication, à rencontrer les financeurs, les institutions et les collectivités territoriales. Écoutez, merci, bravo. Vous avez tout à fait votre place, évidemment, dans ce plan cancer qui démarre. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et à bientôt sur de nouvelles aventures sur nos réseaux sociaux et sur notre antenne. Merci à tous.